Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review d'Elimination Chamber 2023 qui s'est déroulée hier soir à Montréal. Je vais vous donner mon avis le plus sincère sur le show dans sa globalité. Et je vais aussi essayer de ne pas louper 2-3 petites infos parce qu'en général, je sais que quand je fais mes reviews, j'oublie toujours 2-3 petites choses et du coup, forcément, j'oublie d'en parler. Du coup, Elimination Chamber 2023 dans la globalité, je trouve que le show était plutôt bon. Je trouve que le show était même très très bien. Il y a comme d'habitude pas mal de défauts. Comme d'habitude, en vrai, c'est impossible d'avoir un show limite sans défaut. C'est déjà arrivé qu'il y ait des shows très limite parfaits, mais ces dernières années, non, il y a toujours un petit défaut dans chaque show. Même s'il reste quand même assez satisfaisant ce pay-per-view, on va pas se mentir. Donnez-moi d'ailleurs vous aussi votre avis sur ce pay-per-view dans les commentaires. On commence directement avec le premier match, première Elimination Chamber, le féminin. En général, ça arrive souvent qu'on commence directement par le gros match à stipulation, quand on en a deux, comme par exemple avec le Rumble par exemple. Du coup, le match a duré 19 minutes 30, assez court en vrai pour un Elimination Chamber match, mais c'est le féminin, je sais pas, je ne saurais pas vous dire combien de temps ont duré les précédentes éditions des Chambers féminins, mais en tout cas celui-là m'a paru assez court, et en vrai je trouve qu'il était pas, enfin c'était pas nécessaire que ce soit plus long, en vrai, je trouve que tout ce qui a été fait a bien été fait. On a commencé le match avec Liv Morgan et Asuka, non pas Asuka, je sais plus du tout, avec Liv Morgan et qui d'autre, et Nikki Cross peut-être. Ah non, Liv Morgan et Natalia, voilà. On a commencé le match avec Liv Morgan et Natalia directement dans le ring. Du coup, dans les pods, on avait Carmella, Raquel Rodriguez, Nikki Cross et Asuka, du coup. J'ai pas trouvé le match méga sensationnel. Je trouve qu'il était quand même bon, bien mieux, bien largement mieux que celui de l'année dernière et des éditions précédentes dans tous les cas. Je trouve qu'il était quand même pas mal bien. On a eu des bons petits moves de Liv Morgan par exemple où elle fait un sunset flip il me semble à un moment donné du haut du pod sur Raquel Rodriguez en sautant directement comme ça. Bon, ça reste téléphoné, on voit que Raquel Rodriguez attend le spot. D'ailleurs, plus les années passent, plus j'ai l'impression que c'est moins fluide. C'est moins fluide en général quand on attend des spots comme ça dépend des situations, mais en général, je trouve que c'est assez téléphoné. Là, c'était un petit peu, mais ça m'a pas trop dérangé, on va pas se mentir. Mais à part ça, je trouve que le match était bien, il était assez brutal. Directement dès le début du match entre Liv Morgan et Natalia, c'était assez brutal. J'ai bien aimé. En tout cas, Liv Morgan, elle a pas hésité à prendre les bumps, à prendre les coups dans la tête quand il le fallait, ou enfin, même si elle s'est quand même protégée, attention. Mais elle n'a pas hésité à prendre les coups qu'il fallait prendre et les bumps qu'il fallait prendre. Du coup, c'était assez satisfaisant. Elle se fait éliminer assez tôt en vrai dans le match. Je crois que la première personne à se faire éliminer, c'est Nikki Cross, qui va être un petit peu faux folle pendant 2-3 minutes pendant le match, pas plus. À un moment donné, elle va faire un crossbody du haut du pod, elle aussi. Puis elle va se faire éliminer rapidement par Raquel Rodriguez, il me semble. Puis la deuxième éliminée, du coup, sera Liv Morgan, si je dis pas de bêtises. Je crois que, ouais, que c'est Liv Morgan qui s'est éliminée juste après. Ou Natalia, une des deux, je sais plus du tout. En tout cas, elles se font éliminer toutes les deux assez tôt. Ça m'a plus paru tôt pour Liv Morgan que pour Natalia. Je saurais plus du tout vous dire lors des éliminations, mais en tout cas, elles se sont fait éliminer assez tôt. Du coup, les trois dernières femmes dans le ring, c'était Asuka, Carmella et Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez va se faire éliminer par Carmella et Asuka en même temps avec un double pin, et je trouve ça amusant pour rendre un petit peu crédible, un tout petit peu crédible Raquel Rodriguez, même si, voilà, je pense qu'on pense un petit peu la même chose. Et après, du coup, les deux dernières dans le match, c'était Asuka et Carmella. Dès le début du match, pour moi, c'était clair, Asuka allait remporter le match. Elle va remporter le match face à Carmella. Par contre, j'ai oublié de parler de l'élimination de Liv Morgan. Elle se prend une soumission enfin, elle se prend le sharpshooter de Natalia et elle se prend aussi une soumission au bras par Asuka qui était super bien amenée. Donc, elle se fait éliminer en restant forte, on va dire. C'est peut-être Nikki Cross là qui est restée moins forte pendant ce match-là, mais bon, c'est un personnage assez rigolo, donc ça ne me dérange pas trop. Et du coup, Asuka termine par éliminer Carmella, comme je vous l'ai dit, et remporter le match. Du coup, elle ira affronter Bianca Belair pour le titre de Raw à WrestleMania. C'est le match qu'on attendait, c'est le match que tout le monde attendait. De toute façon, il n'y avait qu'un seul choix possible pour WrestleMania cette année pour Bianca Belair. Après que du coup que Rhea Ripley ait remporté le Royal Rumble. Mais du coup, voilà, victoire de Asuka, choix satisfaisant, résultat satisfaisant. Premier match qui commence bien et j'ai trouvé ça fun. Ensuite, directement, on a enchaîné avec un match en simple entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Match qui n'a pas duré très très longtemps, 4 minutes 45. Et dès le moment où à SmackDown, on a eu cette petite information par rapport à Bray Wyatt qui disait que le vainqueur de ce match-là ferait mieux de fuir, en gros. À ce moment-là, j'étais persuadé il fallait gruger le match, enfin que le match serait grugé, quoi, en gros, et qu'on aurait une fin pas satisfaisante. Mais moi, ça m'a satisfait en vrai. Je trouve que des trois matchs que Bobby Lashley et Brock Lesnar ont eu ensemble, c'est celui qui me paraissait le mieux, même s'il n'a pas duré très très longtemps. Et bon,
Je ne saurais même pas vous résumer le match. Pour moi, dans le match, dans ma tête, c'est juste Spear, Spear, F5, F5, Spear. D'ailleurs, les souplex, je n'en vois plus du tout des souplex de Brock Lesnar, c'est assez bizarre. Enfin bref, c'était pas un match très très technique. On connaît Brock Lesnar et Bobby Lashley, c'était plus brutal qu'autre chose. Et encore, j'ai l'impression qu'on n'exploite pas assez le potentiel entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et j'ai aussi l'impression que, du coup, avec cette histoire de Bray Wyatt, la WWE nous a lancé dans une histoire entre Brock Lesnar et Bobby Lashley par dépit, parce qu'ils savaient pas où les mener pour WrestleMania. Je pense que le plan de base c'était un Bobby Lashley contre Brock Lesnar à WrestleMania. Mais j'imagine qu'en analysant quelques situations par rapport au titre intercontinental ou par rapport à Bray Wyatt avec Uncle Lodi, ils ont vu que ça fonctionnait pas. Uncle Lodi, enfin je sais même pas en vrai, je serais même pas à l'heure actuelle vous dire si ils ont vu que ça fonctionnait pas avec Uncle Lodi et qu'on n'aurait pas un Bray Wyatt contre Uncle Lodi à WrestleMania. Je serais pas à vous dire ce que la WWE a choisi, mais d'après moi c'est ce que je me dis et ce que j'espère personnellement. J'espère que la WWE a vu ce genre de choses que nous les fans nous voyons. Du coup, une fin pas clean où du coup on aura Brock Lesnar qui sera pris en Hurtlock par Bobby Lashley. Et pour se dégager de là, il va faire un coup de pied derrière, un low block ou en gros à Bobby Lashley. Et du coup, Bobby Lashley va remporter ce match-là par disqualification. Donc dans la logique, Bray Wyatt se dirigerait vers un programme avec Bobby Lashley et peut-être le Hurt Business. J'espère qu'on n'utilisera pas trop d'éléments scénaristiques bizarres cinématographiques parce que c'est pas incroyable. Et du coup, Brock Lesnar se dirigera vers un autre programme, alors qu'on pensait que Drew McIntyre et Sheamus affronteraient Gunther du coup à WrestleMania pour le titre intercontinental. Là, je pense plus qu'on va peut-être se rediriger vers un Brock Lesnar contre Gunther pour le titre intercontinental. J'espère que le titre sera mis en jeu. Comme ça, Gunther pourra encore plus fortifier son règne et repartir avec une immense victoire pour le mener dans le main event par la suite. Parce qu'une grosse victoire sur Brock Lesnar, c'est pas anodin. Enfin, c'est pas, ça veut pas rien dire et ce serait super bien pour Gunther. Enfin bref, c'est juste mon avis personnellement, mais je suis content que ce soit pas trop Brock Lesnar qui a remporté ce match-là. Parce que même si c'est un Brock Lesnar contre Bray Wyatt, on sait que Bray Wyatt voulait travailler un petit peu avec Brock Lesnar à l'époque, vers WrestleMania 32, finalement il a eu Dean Ambrose. Ça pourrait être chouette, mais ouais, j'ai pas trop envie de voir ça personnellement. J'attends de voir ce qui va se passer avec Bray Wyatt par la suite, et je pense qu'un programme avec Bobby Lashley, ça va aider un petit peu à remonter la cote de popularité de Bray Wyatt auprès du public. Parce que Bobby Lashley, c'est pas le mec le plus apprécié non plus. On l'a vu ce soir, il s'est fait huer contrairement à Brock Lesnar. Donc voilà. Juste après, on a eu le Mixed Tag Team match entre Edge et Beth Phoenix face à Judgment Day, du coup Finn Balor et Rhea Ripley. Le match a duré de 13 minutes 50 et j'ai pas trouvé que le match a été trop long. La seule réflexion que je me suis fait en regardant ce match là, c'était que, à la fin du match, après avoir vu ce match, la réflexion que je me suis faite, c'était juste que le match n'était pas nécessaire en vrai. On aurait pu ne pas avoir ce match là. Ça a juste pris une place dans la carte pour rien. Même si c'est bien d'avoir un match comme ça, fallait que ce match arrive un jour. Pour moi, ce match n'était pas du tout nécessaire pour faire évoluer cette rivalité qui dure depuis maintenant un an. Pour moi, c'était pas nécessaire. Surtout le résultat du match où on aura Edge et Beth Phoenix qui vont remporter le match face à Finn Balor et à Ripley. Je l'aurais pas prévu personnellement. Je pensais que Rhea Ripley et Finn Balor allaient remporter le match pour donner un petit peu de crédit et rendre un petit peu plus forte Rhea Ripley juste avant son match face à Charlotte Flair à WrestleMania. Finalement, ça s'est pas fait, même si c'est Finn Balor qui prend le pin, ça reste une défaite pour Rhea Ripley, donc pas très satisfaisant en vrai du résultat. Enfin, pas très satisfait du résultat personnellement. Après, c'est pas un match qui m'intéresse tant que ça. Je me suis dit que Finn Balor faisait le job pendant le match. Il prenait les spots et on l'a pas vu méga briller pendant ce match. C'était pas le spot était pas tourné vers lui. C'est un peu dommage quand on se rappelle l'époque 2016 où le spot était totalement sur Finn Balor, et de voir que maintenant c'est plus un élément de seconde zone pour la WWE qui fait le taf mais qu'on verra peut-être pas exploser par la suite. C'est un petit peu dommage pour Finn Balor. Moi qui suis un grand fan de lui, j'espère qu'il aura une grosse victoire face à Edge à WrestleMania, maintenant qu'on y est. Après, il y a plein de choses aussi par rapport à Edge, où j'en reviendrai un petit peu à la fin de la review. Mais du coup, victoire de Edge et Beth Phoenix. Par contre, dans ce match-là, j'ai bien aimé les affrontements entre Beth Phoenix et Rhea Ripley. C'était très brutal et j'ai beaucoup apprécié. Dominique était très over, même si c'était plutôt de la hit qu'on avait sur lui. Il se faisait huer, mais je trouve que c'était de la bonne hit. C'était de la hit pour le pousser un petit peu plus vers le haut. Et je pense que ça fonctionne bien de voir que Dominic Mysterio se fait huer avec des chants de ce genre par le public montréalais, mais enfin le public canadien en général, pour toutes les personnes qui étaient là-bas. Mais du coup, je trouvais ça bien. Pas de Damian Priest en ringside puisqu'il a un match juste après. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que je me suis fait comme réflexion par rapport à ce match. Pour moi, c'était pas un match nécessaire. On aurait peut-être pas dû avoir ce match-là sur la carte. Maintenant, j'espère qu'on aura Edge contre Finn Balor à WrestleMania.
Ensuite, avant-dernier match, et du coup, je crois que c'était le deuxième match le plus long de la soirée. L'Elimination Chamber match pour les titres, pour le titre des États-Unis. À chaque fois, je dis les titres, je sais pas pourquoi. Du coup, Austin Theory, champion des États-Unis, qui défendait son titre dans l'Elimination Chamber match face à Seth Rollins, Montez Ford, Damian Priest, Johnny Gargano et Bronson Reed. Dans les pods, on avait Bronson Reed, Austin Theory, Montez Ford et Damian Priest. Et du coup, on commençait le match avec Johnny Gargano et Seth Rollins. C'est ce que j'espérais personnellement. Du coup, on a eu un bon petit moment entre Seth Rollins et Johnny Gargano. Très over Seth Rollins par rapport à son film song. Mais moi, en général, quand il y a des trucs sur hype comme ça, over hypé comme ça, c'est pas le genre de truc qui m'attire personnellement, surtout quand c'est juste chanter le film song de quelqu'un. J'aime beaucoup quand on chante le film song de Sami Zayn parce qu'il est insane. Pareil pour celui de Shinsuke Nakamura. Mais là, Seth Rollins, enfin même personnellement, je trouve que Seth Rollins en joue beaucoup et c'est ça qui me déplaît un petit peu plus. Je sais que Seth Rollins, c'est un mec, c'est un génie et c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps. Mais c'est un côté que j'aime pas trop, le fait de sur-hyper un truc. Je trouve qu'à un moment donné, on va plus pouvoir se le voir ce film song là et c'est déjà limite le cas pour moi. Par exemple, quand on voit Sami Zayn qui fait son entrée, il force pas en disant, en demandant au public de chanter son film song. Après, ça reste que mon avis, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Johnny Gargano aussi très très over. Les Johnny Wrestling, ils ont été scandés dans toute la salle. Et ce qui fait plaisir dans ce match-là, c'est que en vrai, tout le monde a brillé. Je crois que, attends, le troisième participant du match, je crois que c'était, je crois que c'est Damian Priest qui est arrivé, ou alors c'est Austin Theory. C'est peut-être Austin Theory, je sais plus. Mais en tout cas, tout le monde a brillé dans le match, que ce soit Bronson Reed, Montez Ford, Johnny Gargano, Seth Rollins ou Damian Priest. Ils ont tous brillé. Je dirais que celui qui a le moins brillé, on va dire, c'est Damian Priest, même s'il a eu de longues séquences lui aussi. On a de longues séquences où on a Johnny Gargano et Seth Rollins qui collaborent ensemble et puis qui se battent ensemble, où j'ai trouvé ça extrêmement bien. Ils vont se liguer face à Austin Theory à un moment donné où ils vont fermer, ils vont se mettre dans le pod à 3 et ils vont casser la gueule à Austin Theory. Je trouvais ça super bien. Montez Ford, lui, il a pareil bien brillé pendant le match, très rapide. Il commence sa carrière en solo. J'espère qu'il pourra continuer tout en restant dans Street Profits parce que c'est pas une équipe qu'il faut séparer d'après moi. Mais j'aime beaucoup Montez Ford et je suis pour le voir en solo si on prend bien notre temps et si on le push pas vers les sommets directement comme on l'a fait avec Bianca Belair, même si Bianca Belair c'est notre histoire, ça reste dans la division féminine et c'est plus difficile de construire des stars, j'ai l'impression, dans le roster des garçons que dans le roster des filles. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'a marqué? Ah oui, un spot de Johnny Gargano et Seth Rollins sur le haut du pod. On avait Seth Rollins et Johnny Gargano qui s'étaient mis en haut du pod pour se reposer à un moment donné. Puis on a Seth Rollins qui a attaqué Johnny Gargano. Et du coup, on a Seth Rollins qui a pris Johnny Gargano en powerbomb pour le faire basculer par-dessus sur les gens. Et à ce moment-là, Johnny Gargano s'est retourné et du coup, il a fait comme un ciseau-tête, on va dire, à Seth Rollins. Et il est mal retombé. Enfin, on voyait qu'il y avait le Damian Priest qui attendait le spot pour rattraper Johnny Gargano pour pas qu'il se blesse. C'est le genre de truc que tu remarques directement quand ça fait un petit moment que tu regardes du catch maintenant. Et il s'est quand même bien tapé la tête contre la grille ou je sais plus quoi, mais c'est vraiment pas mal tapé. Mais c'était super bien de la part de Johnny Gargano. Juste après ça, d'ailleurs, il a une petite séquence où il va faire des super kicks un petit peu tout le monde. Enfin bref, le match était juste excellent. Je trouve que le match était incroyable. On a eu un Poison Rana aussi de Johnny Gargano à un moment donné sur Bronson Reed qui était juste super. Tout le monde a brillé, j'ai pas grand chose à rajouter de plus dans ce match là. Juste la fin qui me déçoit un petit peu. On a Johnny Gargano qui se fait éliminer en deuxième position. Bronson Reed qui se fait éliminer premier. Après, je crois en troisième, c'est Damian Priest qui se fait éliminer. Puis, après Damian Priest, il reste qui? Je me rappelle plus. Montez Ford va se faire éliminer, du coup c'était les 3 derniers survivants. Et du coup on a la finale entre Seth Rollins et Austin Theory. Moi personnellement j'étais persuadé que Austin Theory allait perdre le titre avant que le match commence. Mais finalement victoire d'Austin Theory qui remporte le match grâce à l'aide de Logan Paul qui vient attaquer du coup Seth Rollins. Et je pense que c'est à ce moment-là que le match est parti totalement n'importe quoi, même si ça n'a pas duré plus longtemps que ça par la suite. Et je trouve que Logan Paul il a tout gâché. J'en peux plus de Logan Paul et Seth Rollins contre Logan Paul à Mania, ça me hype pas trop. Je suis pas fan de l'idée et je sais qu'on pourra avoir un bon match parce qu'ils sont tous les deux bons dans le ring. Enfin, il y en a un qui est potable, l'autre il est très très bon. Je parle de Seth Rollins quand je dis qu'il est très très bon. Du coup, même si c'est pas officiel, je pense qu'on aura Logan Paul contre Seth Rollins à WrestleMania. Par contre, pour Austin Theory, on sait qu'il fait 2-3 petites refs à John Cena une fois de temps en temps. Tout ce que je peux vous dire maintenant, tant qu'on y est, tant qu'on parle du titre des États-Unis, c'est que juste après, en conférence de presse, juste après le show, on a Austin Theory qui a dévoilé qu'il allait lancer un Open Challenge pour Raw. Donc là, j'ai regardé la suite de la conférence de presse, puis il y a Edge qui est arrivé.
Et on a du coup Edge qui a dit qu'il allait répondre à l'Open Challenge de Austin Theory, donc à Raw cette semaine. On a déjà 2 matchs d'annoncer, Mustafa Ali contre Dolph Ziggler, match qui va être sûrement très très sympa. J'espère une victoire de Mustafa Ali personnellement. Et du coup, on aura Austin Theory qui va défendre son titre face à Edge. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait le clin d'œil. Je me suis dit, Open Challenge, titre des États-Unis. Forcément, il y a un truc à faire. Je pense qu'il fait encore une fois référence à John Cena. Je pense qu'il va continuer les Open Challenge jusqu'au moment où John Cena va répondre à son Open Challenge à WrestleMania cette fois-ci. Je pense même pas que le match sera annoncé. Je pense juste que il va être à WrestleMania, il aura pas de match, il va lancer un Open Challenge et John Cena va arriver. Il n'y aura pas de construction, ce sera peut-être un petit peu dommage, mais ça justifiera du moins le fait que John Cena n'a pas trop le temps pour construire une rivalité, vu qu'il est sur les tournages beaucoup en ce moment. Mais je pense que ça va se passer comme ça, on verra bien. Mais du coup, voilà. Et du coup, enfin, on passe au main event, Roman Reigns contre Sami Zayn pour le titre, pour les titres indisputés. Donc on a Roman Reigns qui fait son entrée en premier, donc son entrée qui dure 10 minutes encore une fois. Et puis on a Sami Zayn qui fait son entrée, scandé par la foule qui chante son film son, comme à SmackDown et encore plus fort. Les FU Roman, les olé olé, comme d'habitude. C'était incroyable. Avant que le match commence, enfin dès que la cloche a sonné, on a au moins 5-6 minutes où on a juste Sami Zayn et Roman Reigns qui se regardent dans les yeux. Le public chante, le public fait le match à la place. Et c'est tout, le match commence pas. On a la femme de Sami Zayn qui est en ringside d'ailleurs. À ce moment-là, en fait, quand j'ai vu la femme de Sami Zayn en ringside, je me suis dit, ah, ça sent mauvais. Ils montrent la femme de Sami Zayn et ils font plein de plans sur la femme de Sami Zayn. Peut-être qu'à un moment donné, Roman Reigns va vouloir s'en prendre à elle et qu'à ce moment-là, Sami Zayn l'abandonnera ou je sais pas, un truc dans le genre. Mais je me suis dit, ce serait vraiment une solution de facilité par rapport à pour la WWE. Ça s'est pas fait finalement, heureusement. Le match a duré 32 minutes, match très très long et très très bon. Pour moi, ce match-là serait le genre de match, même si le work rate n'est pas méga présent, pour moi, c'est le genre de match qui mériterait un 5 étoiles, juste pour l'atmosphère, juste pour le contexte, juste pour la storyline. J'ai hâte de voir quelle note sera attribuée à ce match-là, mais c'est possible qu'il y ait un 5 étoiles. Je pense pas après finalement, mais juste le match était incroyable. Sami Zayn qui se fait malmener tout le long du match au départ. On a Roman Reigns qui prend bien l'avantage, mais au moment où à chaque fois que Sami Zayn reprend l'avantage de son côté, le public est en feu total. On a retrouvé le Sami Zayn de l'époque et c'était juste ouf de voir ce Sami Zayn là. Sami Zayn qui a calé des Superman Punch, Sami Zayn qui s'est dégagé des Superman Punch, des Spears. Jusqu'au moment où à la fin on était à 2 doigts de croire à la victoire de Sami Zayn. Il a fait son Blue Thunder Bomb, il a fait son Elevate Kick. Roman Reigns n'arrivait toujours pas. Enfin, Roman Reigns il perdait toujours pas à ce moment-là. Puis à la fin, je crois que, toujours comme d'habitude, le seul problème avec le règne de Roman Reigns, c'est qu'à chaque fois on a les mêmes matchs, à chaque fois on a les mêmes issues de matchs. Le ref bump comme d'habitude. Donc à la fin, on a Roman Reigns qui met un Superman Punch, il me semble, à l'arbitre. Du coup, l'arbitre est KO. Sami Zayn en profite, il fait son finish. Il fait le tomber, mais il n'y a pas d'arbitre, donc il a le temps de gagner 37 fois. Puis après, encore un ref bump. Jusqu'au moment où on a du coup Jey Uso qui vient s'interposer dans le match juste avant que Roman Reigns va attaquer Sami Zayn avec la chaise. Je sais que juste avant ça, même si je l'oublie, on a Jimmy Uso qui vient attaquer Sami Zayn, mais ça suffit toujours pas pour défaire Sami Zayn, on va dire. Du coup, Jey Uso fait pas de décision jusqu'au moment où Sami Zayn veut faire un spear à Roman Reigns, mais Roman Reigns s'échappe et du coup Sami Zayn va mettre un spear à Jey Uso. Je pense que c'est ça qui justifiera le prochain match, le match de WrestleMania de Sami Zayn, on verra bien d'ici là. Mais du coup, à la fin, on termine le match sur une victoire de Roman Reigns qui du coup rive les épaules de Sami Zayn au sol. Assez décevant cette fin de match. Tout était lié, tout était là pour faire gagner Sami Zayn, quoi. Le public, l'histoire, le top babyface de ta compagnie depuis au moins 6-7 ans, quoi. C'est juste ouf comment Sami Zayn il est over et c'est juste une histoire incroyable. Ça reste un très très bon match dans l'ensemble, même si pour moi le match reste assez, enfin l'issue du match reste assez décevante, c'est assez dommage. Je suis un petit peu triste par rapport à ça. D'ailleurs, on y reviendra juste un petit peu, enfin juste après un petit peu. Et du coup, après, on a Jimmy Uso qui attaque Sami Zayn juste après le match. Mais on a Kevin Owens qui débarque. C'est pas trop tôt, hein, il aurait pu venir plus tôt pour aider Sami Zayn à remporter le match. Mais bon, voilà. C'est pas très cohérent, mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc Kevin Owens vient faire le ménage. Il se met au milieu du ring pour attaquer Roman Reigns, mais finalement, il va laisser
Sami Zayn mettra un level kick sur Roman Reigns. C'est comme ça que termine le show. Pas de câlin, pas de réunion entre Sami Zayn et Kevin Owens. Mais je pense que ça va être le build-up des prochains weekly ces prochaines semaines jusqu'à WrestleMania pour avoir du coup le fameux Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos pour les titres titres par équipe. Je sais pas si les titres seront séparés d'ici là. J'espère un retour de FTR durant la WrestleMania Weekend ou même après. Je vois bien Kevin Owens et Sami Zayn en tant que champion lancer un Open Challenge pour FTR juste après, Raw After Mania. Ce serait possible et ce serait super bien. Ce serait une bonne manière de relancer la division par équipe du côté de la WWE, même si je trouve qu'elle est bien plus en place qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques mois. Enfin bref, plein d'espoir pour la suite, plein de bonnes choses. Encore une fois, le show était super bon. Après, on a Sami Zayn qui est venu en conférence de presse et il a expliqué un truc. En fait, on lui posait plusieurs questions par rapport à son ressenti. Il voulait pas mentir, il voulait pas dire ouais, c'était juste incroyable, je me suis senti super bien, je suis tellement reconnaissant pour tout ce qui s'est passé parce que, enfin, si, c'est le cas, il est reconnaissant et il est content, mais c'est juste qu'il se sentait bizarre en fait sur le moment. Ce qui explique qu'il se sentait bizarre, c'est que même si c'était incroyable, il n'a pas pu terminer l'histoire, il n'a pas pu. C'est ce sentiment frustrant de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout. Et moi personnellement, je ressens la même chose que lui. Je me suis senti étrange après le show. Je me suis dit, c'est vraiment super ce qu'on fait, mais c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à passer le pas. En fait, plus les années passent, plus ma passion pour le catch est un peu plus intransigeante. On va pas se mentir. À l'époque, quand je découvrais le catch, je pouvais regarder n'importe quel show, peu importe ce que c'était, tant que c'était du catch, tant que je voyais ce que j'aimais bien voir. À l'époque, je me plaignais jamais de regarder ce que je voyais. Pour moi, tout était satisfaisant. Et plus les années passent, forcément, plus on comprend les choses, plus on espère d'autres choses, plus on veut. Notre perception du catch change, j'ai envie de dire ça comme ça. On a tous notre vision du catch. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Mais on a tous notre vision du catch, notre passion en général. Il y en a qui préfèrent les storylines, il y en a qui préfèrent le catch, il y en a qui préfèrent un produit plus basé sur la cinématographie comme avec Bray Wyatt et le film, etc. Il y en a qui préfèrent les trucs un peu plus horrifiques, il y en a qui préfèrent plus le catch un peu plus indépendant. Enfin bref, on a tous notre vision du catch, on a tous notre manière d'apprécier le catch comme on l'apprécie. Et moi je me suis rendu compte je me suis rendu compte il y a très très longtemps maintenant, mais que ma vision du catch c'est plus basé sur le sport, basé sur les performances in ring, basé sur le catch et basé sur tout ce qui s'est passé même avant la WWE. C'est pour ça que Sami Zayn c'est un catcheur que j'aime énormément parce que je l'ai connu bien avant la WWE. Pareil pour Kevin Owens, c'est ce genre de catcheur. Et je trouve ça dommage qu'encore en 2023, on n'arrive plus à miser sur des talents comme ça et on est obligé de miser sur le mainstream, quoi, sur Roman Reigns, sur le gros gars, sur la phase de la compagnie, sur un Cena, sur un Roman Reigns. Enfin bref, c'est le genre de choses qui me font chier un petit peu, mais bon, c'est comme ça, c'est le business qui tourne. La WWE, c'est un business avant tout. Triple H, il n'est pas là pour accomplir tous ses rêves de gosse en faisant remporter des matchs en faisant de cette Rollins, de Sami Zayn, le visage de sa compagnie. C'est des excellents catcheurs, mais bon, Roman Reigns est plus vendeur, malheureusement. Je suis pas persuadé en vrai, c'est juste qu'il y a beaucoup de casus à la WWE encore une fois, et c'est pour ça que les gens préfèrent les mecs forts, les Braun Strowman, les Roman Reigns, parce que pour eux c'est juste ouais, il est trop fort et il remporte le match. Enfin bref, c'est toujours pas le sujet, mais je trouve ça juste un petit peu dommage qu'on est obligé de miser sur Roman Reigns, alors que là t'as tout qui est écrit pour que Sami Zayn devienne champion, et même t'aurais pu le faire perdre le titre, je sais pas, en fait il y avait tellement de choses à écrire. Moi mon scénario rêvé ça aurait été déjà que Sami Zayn il affronte Roman Reigns à WrestleMania, que Roman Reigns défende un de ses titres dans chaque nuit. Pour moi, c'était le truc le plus probable. Pas forcément la chose la plus probable, mais en tout cas la chose la plus plausible et la mieux pour interpréter quelque chose pour WrestleMania. Je trouve que c'était la meilleure chose à faire. Mais bon, t'aurais pu faire tellement de scénarios par rapport à ça. T'aurais pu faire que Sami Zayn devienne champion et que lui aussi doit défendre un de ses titres dans chaque nuit. Je sais pas, imaginons Kevin Owens il arrive à la fin du show pendant que Sami Zayn est champion et qu'il se retourne encore une fois sur Sami Zayn qui est champion comme à NXT TakeOver à l'époque où Sami Zayn avait battu Neville, maintenant pas qu'actuellement à la Elite Wrestling. T'aurais pu faire plein de choses et du coup dans la nuit 1 t'as Sami Zayn qui défend son titre face à Kevin Owens et là il conserve et dans la nuit 2 il perd un de ses titres face à Cody Rhodes. T'aurais pu avoir tellement de choses à écrire, malheureusement c'est pas le cas. On aura bien Cody Rhodes contre Roman Reigns et j'espère personnellement que Cody Rhodes va battre Roman Reigns pour terminer son règne tout de suite parce que ça y est, on en a marre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de cette puissance qu'a Roman Reigns et de cette pas détermination, de sa force en gros à Roman Reigns, du fait qu'il est champion depuis maintenant presque 1000 jours. Je sais qu'il y en a qui sont fans de tout ça.
c'était bien. Moi, j'ai trouvé que son règne était super bien, mais il est temps d'en finir et il est temps de repasser à un truc un peu plus sport, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, j'espère personnellement. En fait, je me dis qu'avec l'arrivée des catcheurs comme Jay White, Kota Ibushi à la WWE, si ça arrive un jour, ça se peut, aucun de ces deux-là vont arriver, hein. Mais on sait que la WWE s'intéresse de plus en plus à ce genre de catcheurs, comme à l'époque où on avait les Finn Balor, Kevin Owens, les Sami Zayn, les Samoa Joe qui signent à la WWE. Je me dis que peut-être en partant vers cette direction-là, tu auras peut-être un produit un peu plus catch plutôt qu'un produit un peu plus mainstream, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. C'était mon petit mécontentement, mais bon, maintenant, je pense que vous avez l'habitude avec mes mécontentements. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur le show dans sa globalité. Moi, encore une fois, je trouve qu'il était très très bien. Ça reste satisfaisant malgré la fin du main event. Mais du coup, voilà. On se retrouve du coup, normalement, mardi pour ma review de Raw. Et peut-être au courant de la semaine pour d'autres vidéos. Mais d'ici là, je dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que du catch à l'espoir. Bisous, bisous.